Donc on reprend Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Thumma amma ba'd, donc on reprend. Donc il dit wa qarrabat bayna amzijati mawatinha wa masha'irihim وَوَاءَمَتْ بَيْنَ تَقَالِيدِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ. Donc ici, il dit وَقَرَّبَتْ, يعني la langue arabe, قَرَّبَتْ بَيْنَ أَمْزِجَةِ مَوَاطِنِهَا. Elle a rapproché الْأَمْزِجَةِ. Alors, أَمْزِجَةِ, ça vient c'est le pluriel de mot misage. Je pense que les gens connaissent le mot misage. Le mot misage, c'est comme la façon de faire, c'est comme le mot minhaj en fait. C'est comme le mot minhaj. Donc elle a rapproché, en fait, même les goûts des personnes deviennent unis. C'est comme par exemple les goûts culinaires. Aujourd'hui, tu viens par exemple en Égypte, tout le monde aime le foul. Tout le monde aime le foul, par exemple. Parce que à force, quand on est tous au même endroit et qu'on a tous la même culture, parce que le fait d'apprécier une nourriture, ça revient à la culture. Ça peut être dans des chansons, dans des poèmes, etc., qui vantent les mérites de telle et telle nourriture, ce qui fait que tout le monde aime ce plat-là. Par exemple, en Égypte, ils ont une expression qui dit « Ida khalas al-foul, falastu mas'oul ». Ça veut dire que s'il n'y a plus de foule, vous savez, c'est des fèves en purée, c'est leur plat principal, surtout au petit déjeuner ou autre, pour grignoter ou autre. C'est pas cher et ça remplit le ventre. Machallah. Il dit si le foule est terminé, je ne suis pas responsable. Dans le sens que quand on est en train de manger du foule, si toi tu es là, c'est comme les frites McCain, comme on disait. C'est celui qui en parle le plus qui en mange le moins. Donc, si toi, tu n'es pas concentré au moment où on mange, s'il n'en reste plus à la fin, on n'est pas responsable. Vous voyez, juste histoire de dire que tellement ils aiment le foule que si tu manges avec moi du foule et que tu ne te dépêches pas, si on n'a plus, il ne faut pas m'en vouloir. Voilà, donc, وَقَرَّبَتْ بَيْنَ أَمْزِجَةِ مَوَاطِنِهَا وَمَشَاعِرِهِمْ. Et même leurs sentiments. Ash-shu'ur, c'est le sentiment en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit ash-shi'r. Ash-shi'r, c'est la poésie. Mais encore une fois, c'est bien de savoir. La poésie, on dit shi'r. Mais ayez toujours les réflexes, mes frères, le réflexe de vous poser la question, mais pourquoi on appelle telle chose comme ça? Pourquoi le shi'r, on l'appelle shi'r? Et le shi'r, ça vient de sha'ara, le fait de sentir, de ressentir en fait. Et le poète, c'est une personne qui est capable de mettre des mots sur les ressentis. C'est-à-dire que des fois, on ressent tous des choses par rapport à différents sujets. Eh bien, le poète, il est capable de mettre des mots sur cette chose. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle shi'r. Donc, un poète, un sha'ir, doit être quelqu'un de sensible. Il doit être capable de reconnaître, de mettre des mots sur ce qu'on vit tous, que ce soit des sentiments de tristesse, que ce soit des sentiments d'amour, d'accord, des sentiments de nostalgie. Il y a beaucoup ça dans les poèmes arabes, d'accord, parce que c'était des gens qui se déplaçaient, comme vous savez, et quand ils se quittaient, des fois c'était pour toujours. Donc, et quand ils repassaient dans des endroits où il y avait telle tribu qui était là et qui ne sont plus là, alors ils récitent des poèmes pour dire « Oh, il y avait un tel ici, on faisait telle chose, on faisait telle chose ». Ils se rappellent ces choses-là. Non. Wa wa'amat bayna taqalidihim wa afkarihim. Wa wa'amat, ça veut dire elle a réuni leurs traditions et leurs pensées. C'est-à-dire les traditions deviennent unifiées. On a les mêmes traditions, on a les mêmes visions, on a les mêmes choses.
que ça rentre dans les domaines du mariage, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au niveau du monde arabe, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de la Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Arabie, Irak, Jordanie, d'accord? Palestine. Donc tous ces pays-là, Yémen, Oman, Émirats, tout ça, le Maghreb, j'allais dire ce continent, tout ce groupe de pays, qu'on le veuille ou non, ils ont un lien entre eux. C'est-à-dire que quelque chose qui va se passer en Jordanie, un Mauritanien, il va le ressentir. Parce qu'il peut suivre, que ce soit au niveau des infos. D'ailleurs, la chaîne El Jazeera, par exemple, les chaînes d'infos arabes, en fait, tous les gens qui sont dans le monde arabe ont tous le même centre d'intérêt. Tout ce qui touche le monde arabe, de la Mauritanie jusqu'à la Jordanie, jusqu'au Liban, d'accord? Et ben c'est comme si c'est le même pays pratiquement, d'accord? Après, il y a eu, à l'époque de Nasser, quelque chose qui n'était pas terrible, parce que lui, Nasser, il n'était pas religieux, mais il a beaucoup soutenu et il s'est beaucoup investi dans le nationalisme arabe, qui n'est pas terrible en tant que tel, mais qui a été quand même bénéfique et salvateur pour préserver, en tout cas, la langue arabe et donc et par conséquent la culture islamique et l'islam. Parce qu'aujourd'hui, tu prends l'Égypte, elle n'a pas été touchée par l'anglicisation ou même la francisation. Les gens sont relativement faibles en anglais en Égypte. Et ça, c'est un bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Contrairement, excuse-moi si je suis des pays, mais alhamdoulilah, au Maroc, la langue arabe est toujours là. Moi, je dirais toujours, et attention, ne méprisez jamais vos dialectes. Parce que c'est mieux, je préfère entendre un dialecte marocain qu'entendre du français. Ce sera toujours mieux. D'accord? Mais au Maroc, c'est quand même beaucoup plus, ça veut dire les gens sont beaucoup plus francophones. Et du coup, quelqu'un qui veut apprendre l'arabe au Maroc, ça risque d'être un peu plus difficile, un peu plus. Mais quand même, il y a l'arabe quand même. Je ne voudrais pas rentrer dans des... J'espère que je blesse personne, mais c'est juste pour dire que, voilà, le fait que Nasser, il a gardé il a mené cette politique de nationalisme arabe, ça a fait que aujourd'hui, les Égyptiens ont été à l'avant-garde de la réarabisation du monde arabe après que les Français aient essayé de franciser, notamment l'Algérie, vraiment au forceps, d'accord? Mais il y en a qui ont tenu. Ils ont tenu surtout au sud de l'Algérie parce que les gens, ils savaient. Hein, il y en a un qui m'a dit dans le commentaire de la vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre, mais il a fait un long message pour répondre. Il a dit oui, effectivement, en Algérie, c'est-à-dire ceux qui colonisaient l'Algérie, ils savaient que c'est en faisant en sorte de sortir les gens de la langue arabe qui vont réussir à les faire sortir de l'islam. Donc, ça a uni les coutumes. Ça rentre même dans les coutumes qui deviennent les mêmes. D'accord? وهي الحصن الذي لاذ به العرب طوال 15 قرنا. Et c'est le hisn, on a dit, la forteresse par laquelle laza, c'est-à-dire par laquelle elle s'est réfugiée, les Arabes à travers les 15 siècles. فَصَانَ كِيَانَهُمْ مِنْ أَنْ يَتَمَزَّقْ. Sana, ça veut dire protéger. C'est comme hafidha. L'immunité diplomatique en arabe, on appelle ça hasanata, hasana siyasiya, hasana, qui est protégé. Et d'ailleurs, c'est le mot de hisn, d'ailleurs. D'accord? Fasanaha, c'est le même mot. El-hisnu, c'est la forteresse. Sana yasunu, ça veut dire qu'il a protégé. Il a forterescisé, si vous voulez. Kiyanahum min an yatamazzaq. Tamazzaq. Vous voyez que les lettres du mot indiquent la nature du verbe. Tamazzaqa, ça veut dire se déchirer. Donc, la langue arabe a préservé l'entité du monde islamique
de se déchirer. وحفظ شملهم من أن يتفرق. Et il a préservé leur situation, qu'elle se divise. Tafarraq, al-tafarruq, c'est la division. Et c'est pour ça qu'on dit al-farouq, al-farouq, Omar, al-farouq. Pourquoi on dit farouq? Parce qu'il divise, il fait le discernement. Al-furqan, vous connaissez tous ce mot. Donc, al-furqan, c'est le discernement. Et farraqa yufarriqu, c'est il divise, il sépare. Et an yatafarraq. Donc, al-iftiraq, c'est la division. ووحد كلمتهم على دفع العدوان كلما تعرض للعدوان. Et la langue arabe a wahada, de wahid, hein, wahid c'est un, wahada c'est le fait de unifier, d'accord? Et quand on dit par exemple wahidillah, tu dis quoi? Tu dis la ilaha illallah. Wahid, vous vous souvenez? Et je vous conseille les frères, écoutez du kishk, faites-vous plaisir, hein? Il y a Abdul Hamid Kishk, rahimahullah, il y en a beaucoup. On a entendu que des gens, même qui ne connaissaient pas l'arabe, ils écoutaient les khutbahs de Cheikh Kishk et ils se convertissaient, même s'ils ne comprenaient pas. Écoutez du Kishk. Hein? Il dit Wahid al-Wahid. Il disait, hein, parce que Wahid, ça veut dire unifie Allah. Donc, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds? Tu dis La ilaha illallah. D'accord? Donc, Wahada kalimatahum ala daf'il udwan. Pour dafa. Dafa, c'est le fait de pousser. Idfa, idfa. Le fait de pousser l'udwan. Kullama ta'arrada lil'udwan. À chaque fois que la communauté islamique s'est trouvée exposée à la transgression. Wahya fawqa dhalika kulli. Et au-dessus de tout ça, fawq, hein, on va apprendre ça dans le niveau 2. Hein, al-qalamu fawqa at-tawilati. Le stylo est au-dessus de la table. Bref, fawq, au-dessus. Et au-dessus de tout ça, l'uratu Qur'anina al-azim, la langue de notre Coran, wa wi'a dinina qawim, et le récipient de notre religion droite. Hein? Qawim, mustaqim, qama yaqumu. C'est le mot qama, être droit, se lever. Et quand on dit mustaqim, donc vous avez vu, on a dit, à chaque fois qu'on dit istaf'ala, istaghfara, istaghfara, donc qama, c'est le fait d'être droit, debout. Et quand tu dis mustaqim, ça veut dire que c'est très droit. Très droit. Et ici, qawim, c'est le même sur qama yaqumu qawim. Wa mustawda' hadaratiha zahira. Donc, mustawda', on a dit ismu makan, le nom d'un endroit. L'endroit où tu déposes. Wada'a. Hein, vous connaissez, certains d'entre vous connaissent la doua de l'adieu quand tu pars en voyage. Normalement, on connaît ça, c'est dans notre vie quotidienne. Quand, la doua du voyage, quand quelqu'un part en voyage, quand tu te sépares de quelqu'un pour aller voyager, qu'est-ce que tu dis? Astaudi'ukumullah. Astaudi'ukumullah. Ça veut dire que je demande que Allah soit celui qui va vous préserver. Et le magasin, le garde. Alors vous allez voir, ce mot-là, vous le connaissez aussi. Parce que ça fait partie des mots khizana que les Français ont pris à l'arabe. Magasin, c'est un mot arabe. Et c'est, vous voyez, ce que je vous ai dit, ça fait 3 fois que je vous le dis, ismu makan. On a un ismu makan que la langue française a volé à la langue arabe. Parce que en arabe, magasin, ça se dit makhzan. Makhzan. Je ne parle pas du makhzan du roi Jalalat al-Malik du Maroc. Parce que quand on dit makhzan,
En fait, c'est ça, c'est la garde, tu vois, la garde royale. D'accord? Ici, donc Makhzan, c'est un magasin. D'accord? Ici, Khizana, c'est le fait de, c'est en fait comme une armoire. Une armoire, on appelle ça Khizana. D'accord? Wa khizana turathiha ar-ruhi wal-aql. Donc c'est ce qui garde son héritage spirituel, ruhi wa aqli, spirituel et intellectuel. نعم. وليست لغتنا أيها السادة بدعا في حفظ كيان الأمم. Et mes honorables frères, la langue arabe n'est pas la première et n'est pas la seule à être un élément de préservation des communautés. En fait, ce qu'on est en train de dire pour la langue arabe, c'est le même principe pour toutes les langues et pour toutes les civilisations. Toute civilisation, parmi les éléments qui aident à préserver les civilisations, c'est le fait de préserver leur langue. Donc j'espère que je ne vous agace pas, mais c'est toujours la même chose qui se répète. D'accord? Et chacun, c'est comme ça. Les Turcs, ils ont ça, les Peuls ont ça, et chacun, les Soninké, chacun, les Français, tous. Après, et plus une civilisation est fière d'elle-même, plus elle va pratiquer et, comment ça s'appelle, préserver sa langue et être, comme on appelle en arabe, muta'assib, elle va être très sectaire vis-à-vis de ça. Et elle ne va rien lâcher, comme les Asiatiques, les Japonais. Ça, c'était ce que je vous dis, c'est ce que j'avais entendu depuis longtemps par rapport à la conférence que j'avais faite, que j'avais traduite, l'importance de la langue arabe. Le cheikh expliquait que les Japonais, après avoir perdu la guerre contre les Américains, en tant que vaincus, eh bien, ils n'avaient pas leur mot à dire. En tant que vaincus, ils devaient supporter et accepter les conditions du vainqueur. Mais il y a une chose sur laquelle ils ont voulu rien lâcher, c'est sur leur langue. Ils ont dit ça, par contre, non. On ne veut pas devenir des Anglais comme la plupart des pays du monde, qui sont devenus des pays anglophones, qui parlent anglais. Le Nigeria, et puis le Kenya, et puis l'Afrique du Sud, et puis tout ça. Vous imaginez, l'Afrique du Sud, c'est en Afrique quand même. Ils parlent anglais. D'accord? Et beaucoup de pays, donc Australie, bon, bref, vous connaissez. Ça aurait pu être lâché. Le Japon aussi, mais le Japon, je dis non, s'il vous plaît. Laissez-nous notre écriture, laissez-nous notre langue, parce qu'ils savent que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir renaître de leur science. Donc même leur science maintenant, leur connaissance et leur technologie, ils l'enseignent dans leur langue. Donc là, on est dans un domaine religieux, mais même dans un domaine commercial, et ben c'est important. D'accord? Et ce n'est pas nouveau qu'une langue unisse entre les peuples, entre un peuple. C'est le cas de toutes les langues. فنحن إذا استعرضنا طائفة الأمم التي ظهرت في أوروبا. Si maintenant on passe en revue les civilisations qui y a eu en Europe, وجدنا أثر اللغة في ظهورها جليا واضحا. On voit que l'élément de la langue arabe était un élément qui apparaît clairement. Jaliyan wadihan. Comme on dit jaliyun, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui apparaît. Et donc, comme on dit Allahu, par exemple, vous avez déjà entendu, Jalla Jalaluhu. Jalla Jalaluhu. À la base, Jallala. Normalement, c'est Jallala, mais on a mis les deux lames ensemble, Jalla. D'accord? Du fait de quelque chose qui apparaît clairement. Jaliyan wadihan. Wadih, ça veut dire clair. فهذه ألمانيا. L'Allemagne, par exemple, كانت إلى القرن التاسع عشر مقاطعات متفرقة متنابذة متنافرة لكل مقاطعة أمير ولكل أمير نظام ولكل نظام حكومة. L'Allemagne, jusqu'au 19e siècle, إلى القرن التاسع عشر مقاطعات, c'était donc des départements, des régions
différentes. Mutafarriqa, on a dit divisé. Mutanabida, mutanabida, il emploie beaucoup de synonymes. Hein. Il emploie un arabe qui est relativement soutenu. Donc, des fois, il emploie plusieurs mots pour dire la même chose, histoire que ce soit beau à lire, à écouter. Non. Donc, il a dit mutafarriqatun, mutafarriqatan, mutanabidatan, mutanafiratan. Donc, c'est trois mots qui veulent dire la même chose. Non, mutanafira. Non. لكل مقاطعة أمير. Chaque région avait un amir. ولكل أمير نظام. Et chaque amir avait un système différent. ولكل نظام حكومة. Et pour chaque système, un gouvernement différent. Et c'était la même chose en France, exactement, en fait. Parce que l'auteur, il n'est pas français, donc il n'est pas censé connaître, il n'est pas spécialement, il ne va pas citer la France en exemple, il a dit l'Europe. Mais la France, c'est exactement la même chose. Il y avait les ch'tis au nord qui parlaient leur langue, il y avait les Corses, il y avait les Bretons, il y avait la langue d'oc, si je ne me trompe pas, la langue d'oc, c'est le français qu'on parle aujourd'hui, la langue d'oc. Il y avait les Bourguignons, il y avait tout ça, c'était des pays. Rien que la France qu'on connaît aujourd'hui, c'était plein de pays différents, exactement comme il dit là, des lois différentes. Et vous savez quoi? Eh bien, Napoléon, il a été donc en Égypte pour aller copier un système qui peut réunir tout le monde et pour l'appliquer en France parce que chacun avait ses règles. D'accord? Donc voilà. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. La France qu'on connaît n'aurait pas été la France. Imagine les Bretons, ils font leur pays. Genre Monaco, ils font leur pays. Les ch'tis du Nord. Ce ne serait pas la France. Et il y en a qui disent que la Révolution française a été un succès parce que les gens, sur le champ de combat, ils pouvaient communiquer entre eux. Ça, c'était le résultat. Et ça, je l'ai dit dans mon intervention sur l'avenir de la langue arabe en France. J'ai expliqué cette chose-là. C'est qu'il y a un effort bien organisé qui a été fait pour faire oublier aux gens leur patois. C'est-à-dire que quand les enfants allaient dans les écoles, celui qui parlait le patois, son patois, on lui tapait sur les doigts. Non, tu parles le français. Et ça, c'était inédit. Ça veut dire un décret qui a été fait par le roi François Ier dans les années 1600. 1600, il a imposé que tout le monde parle le François ou le français, là, c'est la langue d'oc, que tout le monde doit le parler, et ça a apporté ses fruits par après. 1600 et la Révolution française, 1789. Je ne suis pas historien, mais c'est des petites choses, des petits repères qu'on a. D'accord? Et donc, du coup, la Révolution française maçonnique, hein, entre guillemets, parce que tout ce qu'on nous dit sur ça, c'est des histoires. Parce que la France, elle était bien comme elle était, en vérité. Avec le roi, avec la religion catholique, c'était bien comme ça. Ouais, c'est pas maintenant ce qu'on a aujourd'hui. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est la même chose. Ce qu'il est en train de dire pour l'Allemagne, c'est la même chose en France. وظل الأمر كذلك حتى شعر قادة الفكر في ألمانيا بقدرة اللغة على جمع أشتات إلى الأشتات وتوحيد الأصوات مع الأصوات. Donc jusqu'à ce qu'ils ont compris, donc les Allemands, que le fait de unifier la langue, ça les aurait unifiés. فهب هردر, donc c'est Herder, H-E-R-D-E-R, Herder, أديب ألماني له تأثير كبير في نشأة حركة العاصفة والاندفاع الأدبية. Donc cet homme-là, qui était donc dans les années 1800, qui est né en 1803, qui est mort qui est né en 1744, et qui est mort en 1803. Vous voyez un peu le 19e siècle, donc. Et donc, il a compris qu'il fallait unifier les gens sur une langue. في النصف الثاني من القرن الثامن, donc la deuxième moitié du 18e siècle, بأن اللغة هي الأساس الذي ترسى عليه دعائم الوحدة. Donc, la langue, c'est la base sur laquelle on construit les constructions de l'unité. والنواة, nawat, nawat. Ça veut dire quoi, nawat? Encore un vol de la langue française, parce que nawat, en français, c'est noyau.
En arabe, noyau, on dit nawat. Ok? Donc, والنوات التي تتجمع حولها الشعوب. Et donc, c'est le noyau dur sur lequel les peuples se réunissent. ولاقت دعوته هذه الهوى في نفوس أدباء الحركة الإبداعية في ألمانيا فعكفوا على تراثهم القديم أيام كانت أمتهم أمة واحدة. Donc ils ont essayé de revenir sur leurs anciens fondamentaux à l'époque où l'Allemagne était une et indivisible. واتخذوا من مآثر أسلافهم مادة خصبة لأدبهم. Donc ils ont pris dans leurs écrits anciens quelque chose de fertile pour leur littérature. ومن بطولات قادتهم وموضوعات مثيرة لشعرهم. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je pense il nous reste au moins 15 ou 20 minutes. Donc je n'ai pas envie d'être trop long. Je vous laisse la parole si vous avez des questions au cas aux caisses. Nos cours ils vont bientôt commencer. Donc comme je vous ai promis, il y aura des tests de niveau pour savoir qui va au niveau 1. Le niveau 1, c'est vraiment fluidifier sa lecture, même pour celui qui sait déjà lire. Mais si c'est difficile, il vaut mieux qu'il reste au niveau 1. Inch'Allah, ça va être vite et bien. Et pour l'écriture aussi. D'accord? Ça, c'est vraiment lecture-écriture. Donc, les PDF, ils sont sur le groupe. Donc, à vous de voir. Vous pouvez voir d'ores et déjà. Si vous voyez que c'est difficile pour vous, que c'est votre niveau, donc vous restez sur le niveau 1. Je vais faire des groupes spéciaux donc pour le niveau 1, un groupe Telegram pour le niveau 1 et un groupe Telegram pour le niveau 2. D'accord? Donc, le niveau 2, donc, si vous savez bien lire, bien écrire, et que vous avez quand même, Inch'Allah, il y a quelques mots de vocabulaire quand même dans votre sac à dos. Donc là, vous pouvez enchaîner, Inch'Allah, sur le niveau 2. Mais le niveau 2, Masha'Allah, même celui qui a un certain niveau, vu la manière dont nous, on va étudier, c'est-à-dire exclusivement en arabe, attention, parce que là, je vous habitue, on parle français, mais dans les cours, ça va vraiment être différent. Je vais être, c'est-à-dire que je vais oublier le français. Je vais être, comment dirais-je, je ne vais pas être sympa en fait. Vous n'allez pas me trouver sympa parce que je vais laisser aucune chance. Ça veut dire que je vais être pas intransigeant, mais vraiment pas un mot quoi. D'accord? Pas un mot et c'est dans votre intérêt en fait. D'accord? Et que si vous voulez me parler, eh ben, vous me parlez en arabe. Vous vous débrouillez. D'accord? Et ça dès le niveau 2. Donc même quelqu'un qui a du vocabulaire, mais qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, Inch'Allah, même s'il pense être à un niveau au-dessus de ça, et Inch'Allah, il ne va pas perdre son temps, il va communiquer, on va commencer vraiment à... Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous écoute. Il nous reste 10 bonnes minutes, donc je suis à votre écoute, Inch'Allah. Pas de questions? Si vous avez des questions, alors on continue un petit peu. Hein. N'hésitez pas, hein. Je vais continuer un peu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on continue. Donc, il disait que ونسجوا حول ذلك قصصا رائعة هوت إليها أفئدة الشباب. Donc, ils ont comme inventé, en fait, pas inventé, mais ils ont promotionné des sortes de légendes populaires pour faire en sorte de faire revivre. Alors, il y a une question, j'ai l'impression. Hop. Oui. Après, il vaut mieux que tu prennes une semaine de plus si tu as besoin de te préparer mieux ou ok. Non, mais là, on est bon. Là, en plus, là, avec la formation que je fais, là, je suis bien rechargé. Là, demain matin encore, je vais aller en cours avec les élèves. Donc, les supports, ils sont là. Ils sont là.
Après, je vous conseille de les sortir en papier de votre côté. Et Bon, en fait, j'avais demandé, salam alaikum, akhi. voilà. J'avais demandé dans le chat, j'avais dit, c'est lundi à quelle heure? Ah, Parce à que quelle j'avais pas heure? entendu. Oui, c'est Ouais. à 22 heures en fait. On avait dit, les frères, ils avaient préféré entre le Maghreb et l'Isha en fait. Le soir comme là Ok. maintenant. D'accord, ok. Donc, comme vous avez vu, donc, l'importance de la langue arabe. Mais quand on dit de la langue arabe, c'est que nous, on le parle entre nous. Donc, même toi, par exemple, Abou Mouraz, par exemple, Abou Mouraz qui est arabophone lui-même, normalement, nous deux, quand on est ensemble, eh bien, on parle l'arabe. Et si on fait tous comme ça, finalement, ben, on ne sait pas. La France, dont on dit que c'est un pays, en France, on parle français, mais en tout cas, il y aura une partie des Français qui parlent l'arabe, tu vois. Comme il y en a qui parlent pakistanais, il y en a qui parlent soninké, mais ce qui serait bien, c'est que ces langues, c'est-à-dire qu'entre nous, les soninké et les pakistanais, et tout ce qu'il y a en France, hein, pour parler de la France, Bangladesh et tout ça, si seulement, Wallah, c'est mon souhait, si on peut avoir ce lien avec les Pakistanais, les gens du Bangladesh, les Africains, donc tous les Africains soninké, et puis il y en a beaucoup, les Bambara, et puis ce qu'on appelle les Djoula. En fait, Djoula, en fait, ça veut dire commerçant, mais c'est des gens qui, voilà, les Peuls, etc., etc. Si on pouvait, nous, en tant que musulmans, au moins dans les mosquées, je sais que c'est un peu utopique, mais si dans les mosquées déjà, on pouvait avoir cette langue arabe qui est maîtrisée par tout le monde et par laquelle on communique ensemble, et ben, automatiquement, ça ferait quoi? Ça ferait que même dans notre connaissance de la religion, ce serait plus profond. Parce que si aujourd'hui, euh, que les gens se plaignent, par exemple, que oui, pourquoi les gens, par exemple, un savant marocain ou tunisien ou libyen, pourquoi lui, il serait toujours plus crédible qu'un savant africain Peul ou bien soninké? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, si le savant Peul ou soninké lui-même, lorsqu'il s'exprime, même dans son pays, il y a des gens, il y a des grands ulama du fiqh maliki. Là, mon écran, il est tout noir, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas combien de temps il reste. Si jamais on avait des soninké qui expliquent le fiqh maliki, par exemple, en langue arabe claire, eh ben, le Mali, par exemple, tous les pays soninké, donc Mali, Sénégal, Mauritanie, enfin Mauritanie, oui, c'est connu, mais on va dire le Mali, par exemple, et le Sénégal, seraient des pays où on pourrait, nous, ce serait multipolaire, vous savez. On pourrait aller au Sénégal, n'importe qui, n'importe quel musulman, même du Bangladesh et du Russie, peut dire, moi, je vais aller au Sénégal, je vais apprendre les rimes là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un Russe peut se dire qu'il va aller au Sénégal pour apprendre les rimes? Il va falloir qu'il apprenne le Wolof, il va falloir qu'il apprenne Soninké. Alors que les gens viennent en Égypte, les gens viennent au Maroc, les gens viennent à l'époque en Tunisie et tout là. Là, je ne vois pas ce qui se passe sur mon écran. Mais on t'entend, on t'entend. Ah, On il reste t'entend. moins d'une minute. Moins Ah. d'une minute. Comment tu sais? J'ai écrit en haut. Ah, d'accord, ça marche. Bon, bah, en fait, vaut mieux qu'on coupe avant que je me fasse couper. Voilà, bref. Donc, voilà, c'est ça que moi, mon souhait, en fait. Voilà. C'est que tous ces pays-là qui deviennent des arabophones, et ça, c'est une décision politique. C'est une décision d'abord. Il faut qu'on le veuille. Il ne faut pas qu'on ait un rejet. Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah. On se tient au courant. Je vous dis salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان